Dans la grande table des idées aujourd'hui, préparée par Lucas Bretonnier et Violaine Malstaff, nous sommes en compagnie de l'économiste du droit, enseignant-chercheur à l'université de Bristol, Arnaud Philippe. Quel facteur influence une décision pénale? Telle est la question longuement explorée dans l'ouvrage dont il est l'auteur, La fabrique des jugements, publié aux éditions La Découverte. Arnaud Philippe y offre une analyse des données du casier judiciaire national après 8 ans de collaboration avec le service statistique du ministère de la Justice. À ses côtés, la journaliste Clémentine Thiebaud livre en votre intime conviction 7 jours dans la peau d'une jurée aux éditions Robert Laffont, un récit subjectif de son expérience de juré d'assises en janvier 2020, 2 regards sur l'état de la justice pénale en France et sur la fabrique de ses décisions. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors quelques mots d'abord, Arnaud Philippe, de la méthodologie que vous avez employée pour finalement explorer les jugements, les décisions de la justice pénale et comprendre sur quoi ils étaient vraiment fondés et la multiplicité des facteurs qui faisaient ces jugements. Alors comme vous l'avez évoqué au début, effectivement, j'ai principalement étudié des larges bases de données, administratives, essentiellement le casier judiciaire national pour ce qui est de la France, quelques bases de données étrangères aussi. Et ensuite, l'idée, c'est de répondre à une succession de questions. Les questions sont de l'ordre de quels ont été les effets des différentes réformes pénales qui ont été votées en France, quel est l'effet de l'ouverture des prisons sur les peines qui sont prononcées, quels sont les effets de la médiatisation ou du contexte général sur un jugement qui s'ouvre, quels sont les effets des normes sociales ou des normes plus générales et comment celles-ci affectent les décisions. Afin de répondre à cette question, on utilise une méthodologie qui est assez courante en économie, qui est ce qu'on appelle des expériences naturelles. Donc l'idée est toujours d'essayer de trouver des groupes d'individus relativement proches ou en moyenne proches, dont certains sont affectés par une décision ou par un événement ou par une réforme ou par un contexte, et d'autres ne le sont pas. Et ces deux groupes étant séparés par l'effet du hasard, alors ce n'est pas des expériences contrôlées, telles qu'on a pu beaucoup en débattre pendant la pandémie, puisque ce n'est pas le chercheur qui sépare ces deux groupes, mais c'est des événements tels que la loi sur les peines planchers qui vient affecter certaines personnes qui ont commis 2 infractions, mais pas d'autres, à un instant donné. Donc on peut comparer l'évolution de ces deux groupes dans le temps et voir qu'effectivement, les gens qui ont été ciblés par la loi sont beaucoup plus sévèrement condamnés que celles qui n'ont pas été ciblées par la loi, et que pour celles qui n'ont pas été ciblées par la loi, on n'observe aucune évolution. Donc on retombe sur cette idée d'un groupe contrôle et un groupe traitement, comme on peut le voir dans les essais cliniques ou comme dans les expériences randomisées en économie, telles que font Esther Duflo ou Abhijit Banerjee, mais on va le faire en s'appuyant sur des événements sur lesquels on n'avait pas a priori prise, mais qu'on va chercher à identifier dans l'environnement plus général, afin de répondre à cette batterie de questions, en essayant à chaque fois de pouvoir dire on a un seul facteur qui joue sur cette population par rapport à cette autre-là. Et c'est ça qui va nous permettre d'identifier des causalités, c'est ça qui va nous permettre d'identifier des mécanismes sur l'effet de différents paramètres sur les décisions prononcées par les juridictions. Alors avant de rentrer dans les détails justement de ces différents facteurs qui influencent les décisions, il y a d'un côté évidemment la magistrature professionnelle et de l'autre, Clémentine Thiebaud, il y a les jurés. Et vous avez vécu cette expérience-là de recevoir une lettre un jour vous obligeant à devenir juré sauf cas grave. Et vous avez motivé, et vous avez découvert justement la justice, en tout cas c'est une nouvelle image de la justice qui apparaît quand on y est confronté et quand on endosse cette responsabilité partielle de la décision. Alors là, j'ai envie de dire que la méthodologie, c'est la plongée dans le grand bain. Et oui, c'est tous ces questionnements auxquels on est confronté face à quelque chose qui jusqu'ici, qui est la machine judiciaire, qui est, on va dire, avec une vision assez théorique, en tout cas, de ces choses-là, et tout d'un coup qui s'incarne dans un procès dans lequel on a une place. Alors d'abord, la justice, vous nous le racontez dans le début de ce livre, en votre intime conviction, c'est avant tout un langage. Dès la lettre d'arrivée, on découvre un langage judiciaire, justement, et une manière aussi de faire référence à cet esprit des lois dont vous nous parlez aussi dans votre ouvrage, Arnaud Philippe. Oui, clairement, avec ce langage qui est à la fois très administratif. Par exemple, on n'est pas tiré au sort, on est désigné par le sort. Et avec tout un langage qui décrypte en fait des étapes d'une machine et qui fonctionne et dans laquelle finalement après les choses, chacun va prendre sa place. Et la question c'est comment tout ça s'incarne. Alors, Et au départ, on est sur quelque chose de très
de très administratif, très désincarné. On reçoit un courrier, une convocation. Les affaires pour lesquelles vous êtes convoqué sur la session sont récapitulées dans un tableau. Enfin, tout ça reste très... et après, ce sont encore des démarches administratives. Et puis vous arrivez, et puis petit à petit, il y a une arène, en fait, un théâtre, qui est la salle dans laquelle va se tenir le procès. Et là arrivent les acteurs. Et ce sont des personnes. Et tout ça se met en place dans ce cadre qui est très, très défini. Alors justement, les jurés font partie, c'est une obligation citoyenne, c'est ce qu'on a rappelé. Arnaud Philippe, ça fait partie aussi de la citoyenneté. Finalement, c'est une des particularités aussi de la justice pénale que cette présence des jurés populaires, alors, qui ont été plus ou moins débattus. On a parlé de professionnalisation d'un côté, de les maintenir, de les multiplier, de les supprimer. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces jurés populaires aujourd'hui, Arnaud Philippe ? En fait, les jurés existent dans beaucoup de pays. La France se particularise peut-être par le fait que les jurés, vous, quand vous avez siégé, vous avez eu à décider d'une part de la culpabilité et d'autre part de la peine, ce qui est relativement rare. En fait, il y a beaucoup de pays pour lesquels les jurés ne se prononcent que sur la culpabilité et assez peu sur la peine. Mais c'est une question qui est très importante. La principale, en fait, c'est que cette idée d'avoir des jurés qui rendent la justice, c'est cette idée de connecter la société aux décisions qui sont rendues par la justice, et notamment de se rapprocher des préférences des citoyens lorsqu'on condamne des individus qui ont violé la loi. Et ça, c'est quelque chose qui est très débattu dans le débat public, avec notamment ces critiques récurrentes à l'encontre du laxisme supposé des juges et de l'idée que les juges professionnels tentent à rendre des décisions qui sont complètement déconnectées de celles que prendraient les citoyens. Et en fait, ce type d'informations relayées par sondages récurrents pose en fait pas mal de problèmes pour comprendre la proximité entre professionnels et citoyens. Et c'est en fait ce sur quoi vous ouvrez votre livre, effectivement, sur toute cette pesanteur dans le vocabulaire, cette pesanteur dans l'institution elle-même, les robes, le palais de justice en lui-même, enfin tout cet apparat, toute cette symbolique de la justice, qui en fait est justement faite pour rappeler aux individus qui sont jurés qu'ils ne sont pas en train de prendre une décision normale, et qui amène à se dire que finalement ce qu'on peut recueillir par sondage en demandant simplement aux gens est très éloigné de ce qu'ils peuvent penser au moment où ils sont face à des gens qui sont en robe, ils ont même des perruques dans le pays dans lequel je vis, et dans des bâtiments extrêmement austères, etc. etc. Oui, mais donc, ça, en fait, c'est aussi l'esprit des lois qu'on rappelle, c'est aussi les lumières, c'est aussi les oripeaux du passé que ces tenues-là. Non, c'est très important, mais c'est ce qui fait justement que cette information qu'on a en disant l'écrasante majorité de la population pense que les peines sont trop peu sévères, etc., etc., on se rend compte en creusant un peu que d'une part, la plupart des gens ne savent pas quel est le niveau des peines, donc c'est assez dur de les juger comme pas assez sévères quand on ne connaît pas leur niveau réel, et d'autre part que l'information qu'on a quand on interroge quelqu'un au téléphone est très différente de celle qu'on obtient quand il est mis en situation. Et en fait, le seul moyen qu'on a d'un peu trancher cette question-là, on l'a eu, c'est le cas des expériences naturelles que j'évoquais au début, avec une expérience menée suite à une loi de Nicolas Sarkozy en 2011, où des jurés ont été introduits dans des juridictions qui traditionnellement ne composaient que des magistrats professionnels, dans les ressorts des cours d'appel de Toulouse et de Dijon, ou pour des tribunaux correctionnels, donc pas des cours d'assises là où vous avez siégé, mais pour des tribunaux qui d'habitude jugent les délits, donc l'écrasante majorité des faits. Et on a eu des jurés qui sont venus siéger avec les magistrats. Et là, si on regarde les décisions qui ont été prises dans ces deux cours d'appel, en comparant avec ce qui était pris ailleurs et avant la réforme ou après la réforme, puisque la réforme n'a duré qu'un an et 4 mois, on constate qu'il n'y a eu aucun effet sur les peines. C'est-à-dire qu'on a mis des gens qui, théoriquement, selon tous les sondages, étaient beaucoup plus sévères que les magistrats professionnels, et on constate que quand on les a mis dans une juridiction, au final, ils ont rendu sensiblement les mêmes décisions que celles qui étaient prises par des juridictions avec uniquement des magistrats professionnels. Clémentine Thibault, c'est toute l'idée d'un échantillon représentatif de la population. Comment est-ce que vous avez ressenti justement cet échantillon-là ? Est-ce que vous avez eu l'impression que l'ensemble de la société était représenté, qu'il y avait une vraie diversité, une vraie hétérogénéité ? Et est-ce que ça s'est ressenti aussi dans les opinions des uns et des autres ? Ouais, je crois que c'est vraiment effectivement cette idée du jury, qui est un groupe qui n'est constitué que donc, par tirage au sort et dont le seul point commun a priori est d'être là pour œuvrer à une tâche commune, on va dire. Alors effectivement, il y a cette idée de la représentativité de la société, un échantillonnage. Après, oui, je pense que chacun en plus arrive avec son histoire, son parcours, son vécu, ses références, etc. Après, moi j'ai eu en tout cas le sentiment que l'homogénéité se faisait dans
dans l'implication en fait autour de du procès et de la tâche que chacun prend. Sociologiquement, oui, il y a une hétérogénéité, mais je ne sais pas si c'est totalement, si c'est si représentatif que ça en tout cas. En tout cas, vous racontez quand même l'ambiance. Il y a le côté, à la fois la grande histoire et la toute petite. Il y a la cantine, il y a rester à l'hôtel pour ceux qui habitent loin des juridictions. Cette solitude dans laquelle se retrouvent aussi les jurés, à la fois soumis à une discrétion et en même temps qui partagent cette responsabilité. Cette fois-ci, c'est une vision différente du système judiciaire qui apparaît pour le citoyen. Ah oui, complètement. Et je pense que la première réalité, c'est qu'en fait, on vous prend et on vous extrait de votre quotidien, qui est généralement, pour la plupart des gens, très éloigné de la réalité dans laquelle on vous remet. Et donc, il y a une espèce de décalage total entre... Et encore une fois, vous êtes entouré à ce moment-là de gens... la cour est constituée, donc il y a le président, les assesseurs, les avocats, etc., donc, qui sont des professionnels de la justice et qui ont effectivement eux aussi un quotidien. Alors effectivement, la cantine, par exemple, bah oui, en fait, un tribunal, c'est un endroit où des gens travaillent et puis il y a une cantine comme dans beaucoup d'entreprises. Après, on se rend compte quand même quand on y déjeune que les discussions ne sont pas exactement les mêmes que si vous travaillez, je ne sais pas, je ne vais pas donner de... Mais oui, il y a cette... En fait, il y a cette réalité quotidienne de la justice. Alors, je vous propose d'écouter Alain Blanc, c'est l'ancien président de la Cour d'assises, vice-président de l'Association française de criminologie. C'était sur France Culture le 28 novembre 2018. Quand j'étais aux assises, nous étions 12 présidents. Est-ce que chaque président... puis après, il y a les jurés, puis après, il y a les départements. Moi, je peux vous dire qu'aux assises, on ne jugeait pas de la même manière les viols dans le département où la cour d'assises est à Auxerre, dans l'Yonne, et à Bobigny ou à Paris. C'est les jurés. Et c'est d'ailleurs logique et souhaitable, je ne sais pas très bien, mais en tout cas, si le peuple est là, il faut que ce soit le peuple du territoire. La Seine-Saint-Denis et le Nord, qui sont des départements plus pauvres, ils rendent des décisions et ils constatent que leurs décisions ne sont pas exécutées parce que les moyens du Conseil général, les subventions aux associations, les moyens pour les associations d'avoir des salariés qui prennent en charge les mineurs en question, il y a une grosse différence. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui restent dans des situations dramatiques pendant beaucoup plus longtemps, alors qu'à Paris, ça ne se passe pas comme ça. Et dans les Hauts-de-Seine, à Nanterre, compte tenu du budget du Conseil général des Hauts-de-Seine, c'est pas non plus du tout pareil. Alors, ça, c'est choquant. Arnaud Philippe, derrière justement ce principe d'égalité devant la justice et devant la loi, il y a des biais que vous décryptez à travers votre analyse, des biais et des inégalités aussi de territoire. Alors là, c'est ce qui nous est expliqué. Alors effectivement, je ne sais pas si on peut vraiment qualifier ça de biais quand c'est à l'adaptation de territoire. Comme l'évoque Alain Blanc dans l'extrait que vous venez de passer, il y a une question normative qui est un peu ouverte, savoir s'il faut que ça s'adapte, mais dans ce cas-là, c'est un peu une violation de l'égalité des citoyens devant la loi. Et en même temps, il y a quand même une réalité, un endroit, je me souviens de travaux où il y avait des entretiens avec des procureurs qui disaient, supprimer le permis de conduire quand on habite à Foix et quand on habite à Paris, ça n'a pas tout à fait la même importance dans un département qui est plus ou moins rural ou plus ou moins urbain. Il y a quelques éléments dans la loi qui font varier le code pénal. Donc, c'est un exemple que je prends dans le livre. Le fait de tuer un taureau sous les vivanes n'est autorisé qu'en quelques endroits du territoire national, mais pas en d'autres. Et de la même manière, faire combattre des coqs n'est autorisé qu'à certains endroits et pas à d'autres. Mais au-delà de ça, moi, je ne l'ai pas fait pour les cours d'assises, mais effectivement, si on prend l'ensemble des décisions en correctionnel, donc pour les délits qui sont pris en France, on peut effectivement regarder quel est l'effet à type de délit, à infraction identique, à genre identique, à âge identique, à nationalité identique, etc. Quel est l'effet d'être condamné dans tel ou tel département? Alors, il y a quelque chose qui apparaît tout de suite et qui paraît assez scandaleux, c'est la surpopulation dans les prisons dans certains lieux qui vont faire que la décision ne sera pas la même. C'est-à-dire qu'à égalité, le critère de la surpopulation va être pris en compte et donc certains seront justement condamnés d'une manière différente. Alors, il y aura vrai, des mais aménagements c'est différents. Tout à fait la question de la norme locale. C'est-à-dire qu'il y a deux questions. Il y a une question qui est celle de savoir si les préférences des individus vivant à un endroit sont prises en compte par une juridiction. Et ça, on peut voir effectivement des disparités territoriales. On peut essayer de regarder si elles sont corrélées au taux de chômage. Elles ne le sont pas. Et les si elles sont contraintes. corrélées
au vote des individus, elles le sont. Et ensuite, il y a un certain nombre de contraintes, effectivement. Alors les contraintes, il y a quand même un deuxième filtre qui est qu'il y a des juges d'application des peines qui vont ensuite pouvoir moduler l'entrée ou non en prison. Mais effectivement, ça c'est une autre question qui est normativement très intéressante, puisque la question est de se dire, effectivement, théoriquement, la même chose devrait valoir 3 mois, quelle que soit la juridiction. Bon, tout le monde devrait mettre 3 mois. Néanmoins, 3 mois dans une prison surpeuplée et insalubre, c'est pas la même peine que 3 mois dans une prison moderne avec encellulement individuel. Et donc il y a une question un peu empirique là qui est de se dire, est-ce que dans les faits, on voit que que les magistrats tendent à adapter leurs décisions aux circonstances dans lesquelles les peines vont s'effectuer. Pour faire ça, la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de regarder quel est l'effet de l'ouverture d'une prison localement. C'est-à-dire qu'on prend un département, n'importe lequel, il y a une prison qui s'ouvre en 2010 ou en 2011 suite à foultitude de programmes de construction qu'il y a eu au cours des dernières années, et on regarde si après la construction de cette prison, et donc on constate une diminution très rapide de la surpopulation dans le département, si ça fait que les magistrats ont tendance à avoir la main un peu plus lourde, parce qu'ils se disent, après tout, il y a de la place, ou en tout cas, le taux de surpopulation est plus faible, en comparaison des départements voisins, où aucune prison n'a ouvert et où le taux de surpopulation restait constant. J'ai fait cet exercice-là, on ne trouve rien. Voilà, on ne trouve pas d'effet de l'ouverture d'une prison dans un département sur les peines qui sont prononcées, donc ça tend à dire que les magistrats ne prennent pas ce paramètre-là en compte. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas pris en compte par la justice, puisqu'on peut toujours imaginer que le juge d'application des peines ou la probabilité d'aménager les peines après la sentence ou la probabilité de bénéficier d'un aménagement de peine évolue. Mais en tout cas, au moment de la condamnation, dans le tribunal, ça ne semble pas être un paramètre qui est pris en compte par les magistrats. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que les questions économiques, les facteurs économiques existent justement dans la prise en compte de ces facteurs. Quand on est juré, d'ailleurs, Clémentine Thiebaud, on touche l'indemnité, on cesse de travailler pendant ce temps citoyen que l'on donne à la justice. Oui. Alors expliquez-nous comment ça s'est passé pour vous, puis peut-être pour les personnes que vous avez croisées à ce moment-là. Ça fait partie des décisions de départ. D'ailleurs, on peut demander à être dispensé pour cette raison-là. Oui, dans les possibilités, enfin les facteurs ou les raisons de demande de dispense qui doivent être justifiées, il y a des facteurs personnels, de santé et éventuellement de professionnels. Oui, donc ça veut dire en fait concrètement, vous mettez votre vie personnelle et professionnelle entre parenthèses pendant la durée de la session. Et vous êtes du coup concrètement, on va dire, défrayé et indemnisé. Donc c'est un forfait alors, qui varie en fonction pareil, des secteurs et des régions. Oui, donc c'est un forfait journalier à laquelle vous êtes donc... Alors avant de revenir sur ces questions économiques, il y a un exemple que vous citez pour le coup dans les exemples de personnes qui ont demandé à ne pas être retenues parmi les jurés. C'est un exemple assez beau d'ailleurs, c'est une question aussi humaine, émotionnelle et sensible. C'est quelqu'un qui dit qu'il ne supportera pas d'être juré et qui demande justement au nom de sa sensibilité personnelle à ne pas à être absous en fait de cette responsabilité-là. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'on voit, alors il faut savoir que les demandes de dispense peuvent être faites soit en amont, par courrier sur pièce justificative, soit le jour de l'enregistrement, où là, vous motivez votre demande face au président. Et donc là, on voit défiler un certain nombre de personnes qui ont fait la demande de dispense et qui expliquent. Alors c'est jusque-là des facteurs professionnels pour des raisons, un déplacement prévu à l'étranger depuis longtemps, une personne qui tient un commerce seule, donc qui ne peut pas fermer pendant la durée. Et arrive une personne qui, elle, n'a comme seul argument, en fait, de dire qu'elle ne supportera pas ça, toute forme de violence, même au cinéma ou à la télévision, est quelque chose qui la heurte au point que... Elle ne supportera pas ça. Et ça met effectivement là face à deux questions. C'est d'abord, je pense, l'imaginaire du crime et de la violence qu'on a tous, et la façon dont il se construit et où on se confronte à ça. Et effectivement, là, le facteur humain. C'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose de totalement subjectif, mais qui est un facteur que vous devez prendre en compte quand vous constituez un jury. Si la personne ne peut pas gérer ce type d'émotion, forcément, ça va être compliqué après de suivre le procès.
Arnaud Philippe, comment est-ce qu'on peut prendre en compte justement dans votre analyse la dimension humaine? Alors plusieurs dimensions, il y a la sensibilité, mais il y a aussi le regard qui va être posé sur l'accusé, les présumés coupables. Vous parlez justement des différences, en tout cas vous vous posez la question de la différence des genres, de la différence de l'origine sociale, si les femmes sont moins condamnées que les hommes, pourquoi, si elles sont condamnées par des femmes ou des hommes. Ces questions-là humaines se posent aussi en matière de biais, pour le coup. Bien sûr. Effectivement, on a cette question qui revient de se dire dans quelle mesure les caractéristiques des différents individus qui prennent part au procès, que ce soit ceux des justiciables ou de ceux qui les jugent, que ce soit des magistrats professionnels ou des jurés, dans quelle mesure cela rentre en ligne de compte dans le contexte judiciaire. Effectivement, on peut commencer par regarder un petit peu à plat comment les peines varient selon les caractéristiques des individus. Effectivement, si on fait ça, on constate que les femmes sont très nettement moins lourdement condamnées à délit égal, à antécédents égaux et à procédure pénale égale. On constate que les gens les personnes qui ne sont pas françaises, voire les personnes qui sont françaises mais nées hors de France, ont tendance également à être condamnées plus sévèrement que les Français nés en France. On a des explications à ça? Alors ça, oui, les principales, pour le cas des femmes, effectivement, on suspecte un biais de genre qu'on voit, qui irrigue la société dans différents domaines, avec l'idée que les femmes sont plus indispensables au foyer, donc il est plus coûteux pour la société de les envoyer en prison, qu'elles sont peut-être naturellement plus douces, etc. Enfin, on a ce genre de biais un peu généraux qu'on observe dans la société, qui sont généralement à la défaveur des femmes, quand il s'agit du marché du travail, etc., mais qui sont plutôt à la faveur des femmes dans le contexte de la justice. Néanmoins, on peut pas, si on fait juste cette comparaison, on peut pas être sûr que c'est bien un effet du genre. Par exemple, on peut toujours dire peut-être que les femmes qui arrivent à la justice sont plus éduquées, ou ont plus souvent une famille, ou etc. Donc la seule façon qu'on a d'essayer de dépasser ce problème-là, c'est de se dire, si c'est effectivement un biais de genre, on devrait l'observer de manière plus faible si ceux qui jugent ont effectivement eu à subir ou à constater ces biais de genre-là. Et donc, a priori, on s'attend à ce que, si c'est lié à un biais de genre, les femmes juges ou les femmes jurées jugent de manière légèrement différente ou réduisent l'écart entre hommes et femmes au moment de prendre des décisions. Et c'est effectivement ce qu'on observe. On observe que plus la cour est féminisée, plus le tribunal est féminisé, plus le jury est féminisé, plus l'écart des décisions qui sont prononcées entre les hommes et les femmes se réduit. Ce qui en l'occurrence veut dire être plus sévère avec les femmes, mais ce qui veut aussi dire être moins biaisé à leur encontre. On peut faire le même type d'exercice avec l'origine ethnique, pas en France puisqu'on n'a pas le droit de collecter des données à ce niveau-là, mais dans tous les pays, essentiellement en Angleterre et aux États-Unis où ça a été fait, on constate effectivement que aux États-Unis, dès lors qu'il y a un noir dans le jury, la probabilité que les noirs et les blancs soient condamnés est équivalente, mais s'il n'y a plus aucun noir dans le jury, la probabilité que les noirs soient condamnés est beaucoup plus importante, et etc. Alors vous parlez de la collecte des données, ça a posé certains problèmes pour vous en France, c'est-à-dire que certaines informations ne sont pas accessibles, notamment celles qui consisteraient à attribuer telle décision à tel juge. On n'a pas le droit d'avoir accès à ce genre d'informations. Alors effectivement, il y a une grande partie dans ce que j'évoquais au début, méthodologiquement, effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Alors il y a la question de l'origine ethnique, que là on ne peut pas collecter, donc effectivement ça c'est une limite. Pour s'intéresser à toutes les questions qui ont trait à l'origine ethnique des individus qui passent en justice, on ne peut pas s'y intéresser à l'heure actuelle en France. Et ensuite, d'un point de vue méthodologique, il y a beaucoup de questions qu'on arrive à trancher en économie de la justice par le fait que les juges sont différents, et donc on sait qui a rendu la décision. Et par exemple, si on s'intéresse à l'effet d'avoir passé du temps en détention provisoire, on a des gens qui arrivent qui sont présentés à un procureur, et les procureurs tournent toutes les 6 heures au barreau de Philadelphie, par exemple. Il y a des procureurs qui sont plus ou moins sévères, et ça nous permet de comparer des gens qui sont très 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 proches, identiques en moyenne, et qui sont confrontés pour les uns à quelqu'un de sévère et pour les autres à quelqu'un d'assez peu sévère. Et ça nous permet ensuite de mesurer quel est l'effet d'avoir fait de la détention provisoire sur la peine qu'on prend ensuite au procès. On voit que plus les gens ont fait de la détention provisoire, plus ils prennent des peines sévères au procès. Ce type de méthodologie est extrêmement puissante d'un point de vue économique, enfin d'un point de vue méthodologique, d'analyse. Effectivement, on peut pas le faire en France puisqu'on n'a pas d'imputation des décisions à des individus, même à des fins de recherche. Je veux dire, je comprends tout à fait les enjeux que ça peut poser d'un point de vue démocratique ou d'un point de vue de sensibilité des données, etc. Mais même à des fins de recherche et même sur des serveurs sécurisés, c'est une information à laquelle on n'a pas accès, effectivement. Alors je vous propose d'écouter l'extrait d'un documentaire À vous de juger, c'était sur France 3 Bretagne en octobre 2019. Première des choses que je me suis dites, c'est que ils ont eu tort de me convoquer parce qu'un violeur, pour moi, il était clair que je le condamnais déjà dans ma tête. Je n'ai pas vécu ça personnellement, donc je ne peux pas dire que j'ai été particulièrement et personnellement marquée par une histoire pareille, mais c'est sans doute les idées préconçues que l'on a sur ce genre de geste. Et au fur et à mesure que j'écoutais ce qui se disait par les deux parties, au fur et à mesure que j'observais un peu leur comportement,
J'étais de moins en moins sûre de la véracité des faits, voilà. Et c'est ça, en fait, qui est parfois le soir, quand on rentre à la maison, qui est un peu difficile, quoi. Quand on a eu une journée de témoignages et où on dit tout et son contraire, entre le début et la fin du témoignage, enfin, les gens mentent de manière éhontée alors que on a juré de dire la vérité, rien que la vérité. Voilà. Et les gens vous mentent droit dans les yeux, quoi. Moi, c'est un truc qui m'a... je crois que c'est une des choses qui m'a le plus choqué. Clémentine Thiebaud, est-ce que vous avez partagé cette expérience-là, alors du juré, du magistrat, premièrement de vaciller dans vos convictions, d'avoir peut-être le sentiment que peur de vos propres biais inconscients, dans justement l'écoute aussi de ce qui se disait de part et d'autre, et puis un sentiment de grande confusion à l'écoute des débats. Oui, et je pense ce que dit cet extrait est hyper intéressant parce que je pense que c'est vraiment ce nœud-là en fait entre lutter contre ses a priori, déconstruire les choses, de ne pas être dans quelque chose de préfabriqué et d'un autre côté, effectivement, il y a un afflux. En plus, il faut savoir qu'aux assises, la particularité, c'est que seule l'oralité des débats prévaut. Donc vous arrivez en fait, dans une histoire et on commence par vous résumer l'histoire où il y a énormément de noms, de faits, etc. Donc il faut enregistrer beaucoup d'informations objectives. Et puis il y a le moment où ces informations s'incarnent. Et ça peut être compliqué en fait déjà d'arriver à se faire une idée. Et puis il y a je pense cette vigilance nécessaire de se dire il ne faut pas se laisser embarquer justement parce que tel accusé n'a pas l'air forcément très sympathique ou tel avocat ou un témoin qui peut faire... là, on est dans de la chair en fait. Et ce que dit cet extrait aussi, c'est que je pense qu'il y a des procès plus ou moins... compliqués et pénibles et qui touchent plus ou moins des choses de notre, soit de nos convictions ou soit de nos ressentis. Et, vous, c'était une histoire de meurtre ? C'était une histoire de meurtre, mais qui était finalement presque, pour le coup, plus facile à mettre à distance. Je pense que justement, en discutant avec certains magistrats, qui expliquaient que par exemple que ce que dit la personne dans l'extrait, les procès pour viol ou crime sexuel sont ceux où on voit le plus évoluer l'opinion des jurés. C'est-à-dire qu'ils arrivent tous, c'est quelque chose de, je pense, d'assez épidermique. Ils arrivent très, très, très remontés. Et puis, petit à petit, justement, le temps de la justice et du procès, parce qu'on parlait d'argent, mais je pense qu'il y a aussi la notion de temps qui est très, très importante dans un procès, et encore plus un procès d'assises. Et de voir, justement, évoluer cette opinion. Et comment, si ça fonctionne, je pense, c'est comment la justice et le déroulé va vous permettre de vous débarrasser de vos soit a priori ou soit incertitudes. Mais oui, je pense que très concrètement, on oscille entre le moment où on se dit « Ah bah oui, tiens, on commence à y voir clair », et puis il y a un témoignage inverse qui vous fait douter, et je pense que le doute, en plus, est quelque chose de fondamental et de nécessaire dans cet exercice. Alors vous, dans votre récit, vous racontez cet authentique procès, mais en même temps, on a le sentiment d'être dans un polar. Il y a quand même cette histoire des 4 personnages, un qui n'a pas fait appel, 3 personnages qui arrivent à la barre, la balance, celui qui a avoué sa complicité, et puis ce père et ce fils, avec une histoire de meurtre un peu rocambolesque quand même, parce qu'on voit qu'on a refait le garage depuis, on a refait le carrelage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de corps, le corps a disparu. Donc c'est une histoire quand même assez policière, assez complexe. Comment est-ce que vous avez justement appréhendé cette histoire-là sans formation ? Vous racontez que vous avez lu une sorte de petit guide que vous avez, sur les jurés, que vous avez trouvé sur Internet avant d'y aller. Est-ce que vous avez été vraiment pris en charge, formé rapidement d'une certaine manière ? Il y a une formation le jour, à l'ouverture de la session, où effectivement vous rencontrez des avocats, un juge qui ne sera pas forcément votre juge entre guillemets, qui vous explique les formations, donc la fonction de chacun et le fonctionnement d'un procès. Donc ça reste très théorique. Après en fait, vous vous jetez dans le bain et là c'est le déroulé de toute l'instruction avec des étapes. Et chaque étape a sa nécessité et
son rôle. Enfin, chacun tient un rôle là-dedans. Donc petit à petit, ça dessine une image. Mais je pense que c'est quelque chose de très... c'est presque plus qu'une image, c'est presque une mosaïque ou un puzzle. Et vous avez des éléments qui petit à petit se mettent plus ou moins bien en place. Et une des premières choses, en fait, et là on comprend par exemple dans cette affaire qu'effectivement une histoire de meurtre, on est dans un milieu quand même assez particulier, c'est le banditisme, donc on comprend assez vite que dans les enquêtes, et la plupart de ce type d'enquête, le nœud maintenant c'est la téléphonie. Donc c'est à chaque fois ça d'ailleurs, oui. Les éléments de preuve viennent souvent... Voilà, donc c'est à la fois quelque chose d'assez aride, un peu technique, alors c'est des épluchages de fadettes, des bornages, ils recoupent, etc. Et ça fait y compris une espèce de cartographie des liens, des déplacements, des actions, y compris en creux quand, par exemple, vous avez 4 personnes qui sont liées, ça a été établi, et qui, à un instant T, éteignent tous leur téléphone et le rallument tous au même moment plus tard. Et donc là, en fait, ce vide en fait, dans la téléphonie crée un élément qui devient un élément concret, en fait. Alors, autre élément à aborder, on a parlé des questions économiques autour de la justice. Il y a aussi des questions liées à la profession même de magistrat. Je vous propose d'écouter Katia Dubreuil, présidente du syndicat de la magistrature et co-signataire de la fameuse tribune le 3 décembre dernier. C'était sur France Culture. Alors cette tribune, elle a été écrite par des magistrats qui sont en juridiction. C'est une expression libre de magistrats de terrain qui a rencontré un écho phénoménal en seulement quelques heures auprès des magistrats en France qui ont décidé de signer en leur nom cette tribune. Donc c'est vraiment une démarche qui est inédite. Je pense qu'on n'a jamais vu ça auparavant. Et elle montre la force finalement de la souffrance des magistrats qui s'exprime non seulement au regard de leurs conditions de travail et par rapport au fait que eux sont écrasés, épuisés par cette charge, mais aussi et principalement par rapport à la perte de sens de leur fonction et du fait qu'ils ont l'impression qu'ils ne rendent plus aux justiciables la justice qu'ils méritent. Arnaud Philippe, on va revenir peut-être sur ce qui vient d'être dit et sur cette tribune du monde de 3000 magistrats, signée par 3000 magistrats, sur ces contraintes qui pèsent aussi sur les juges et qui pèsent nécessairement aussi sur les jugements rendus. Bien sûr, c'est vrai que l'expérience des assises est en fait l'expérience d'une justice très, très longue, qui a énormément de temps, et encore plus dans les cas que vous évoquez, puisque les procès en assises durent en général 1 ou 2 journées. Je crois que le vôtre durait 6 jours, si je me souviens bien. Ce qui est particulièrement long, en fait. Mais la plupart, l'écrasante majorité des gens qui passent en jugement passent en correctionnel et ont des audiences extrêmement brèves, en particulier si c'est en comparution immédiate. Et ça, effectivement, c'est une contrainte qui est assez problématique. C'est une contrainte qui pousse dans pas mal de directions, mais elle c'est ce que j'évoque à un moment dans le livre, mais elle a poussé aussi le pouvoir politique à en fait dessaisir les juges du siège dans une assez large mesure, puisqu'il y a de plus en plus de mesures qui sont décidées directement par le parquet par les procureurs, pour éviter d'avoir à passer par des audiences et pour essayer de diminuer un petit peu la charge de travail. Donc il y a tout un tas d'infractions, notamment d'infractions routières, qui avant ne passaient pas au correctionnel, n'étaient pas des délits et qui sont devenus des délits à partir de 2004-2005, qui ont complètement encombré les juridictions à ce moment-là. Et il y a une sorte de mouvement inverse qui a été d'essayer de passer un maximum de choses ensuite directement par le procureur, ce qui pose plein de problèmes, parce que le procureur n'est pas censé prononcer des peines au départ. Alors c'est quand même une entorse au principe à la base. Et cette rapidité pose également problème en termes de biais, etc., qui viennent plus rapidement si on a peu de temps. Et ça pose des questions démocratiques. Et ça pose évidemment des questions démocratiques dans ces cas-là, oui. Merci Arnaud Philippe et merci Clémentine Thiebaud d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle le nom de vos ouvrages: Clémentine Thiebaud, En votre intime conviction, aux éditions Robert Laffont, et Arnaud Philippe, La fabrique des jugements, aux éditions de La Découverte. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Anna-Livia Marcheson, à la réalisation Thomas Beau, à la technique Marie-Claire Ouma Badi. Je rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr et sur l'application de Radio France. France Culture, l'esprit d'ouverture.